Alors, donc, changement d'état d'un corps pur et les machines thermiques. Donc, on va commencer par les notions générales sur le changement d'état d'un corps pur. Alors, le corps pur, d'abord, c'est un corps qui est constitué d'une seule entité chimique, ou voilà, d'une seule espèce. Normalement, dans la nature, les états de la matière qu'on connaît sont les états suivants. Donc, il y en a trois. Donc, il y a la phase gazeuse, la phase solide et la phase liquide. Et les transformations, donc le passage d'une phase à une autre, se fait par changement de température. Donc soit on augmente la température, soit on la diminue. Par exemple, pour passer de la phase solide à la phase gazeuse, on va augmenter la température et on a une transformation qu'on appelle la sublimation. Donc ça, il faut le connaître. Lorsqu'on passe d'une phase solide à une phase liquide, c'est la fusion. Par exemple, l'eau, lorsqu'il gèle, il devient liquide, lorsqu'on gèle l'eau, on le solidifie. Donc ça veut dire que là, il faut diminuer la température. Voilà. Ensuite, ensuite on va définir un corps pur fermé. Donc un corps pur fermé, c'est-à-dire que sa masse ne varie pas. Donc sa masse est une constante. Et le nombre de particules dans ce système aussi, il est constant. Parce que fermé, donc il n'y a pas d'échange de matière. On va supposer que ce corps, il est en équilibre entre sa phase liquide et sa phase gazeuse. C'est-à-dire, par exemple, le H2O. Donc si on prend une enceinte et on va avoir de l'eau, donc de l'eau liquide, et on va avoir aussi de la vapeur d'eau, et là de l'eau liquide. Donc dans ce cas-là, on dit que l'eau, c'est un système déphasé. Parce qu'il y a deux phases. Donc la transformation qu'on a ici, donc chimique, ou la transformation thermodynamique, c'est que l'eau, il est en équilibre avec sa phase gazeuse. Donc on va poser la masse totale qui est conservée, c'est la masse du gaz plus la masse du liquide. Et on va définir ce qu'on appelle le titre massique. Alors le titre massique, c'est XL, donc le titre massique liquide, ce sera la masse du liquide sur la masse totale. Et de la même manière, le titre massique du gaz, ce sera la masse du gaz sur la masse totale. Et donc on s'aperçoit que si on fait XG plus XL, on trouve 1. On peut aussi définir le volume massique. J'ai titre massique. Le titre massique, il y a le pourcentage de la masse totale qui est. Par exemple, une enceinte, وقلت لك l'eau الداخل c'est 100%. ولكن ما قلتلكش واش l'eau غاز ولا l'eau liquide. Donc غادي نقول لك 20% liquide et 80% les prates gazeuses. Donc c'est ça le titre massique, c'est le pourcentage. On peut aussi définir le volume massique. Petit v est égal au volume sur la masse. Donc le volume massique de la phase liquide, ce sera le volume de la phase liquide sur sa masse liquide. Et le volume massique de la phase gazeuse, ce sera le volume du gaz sur sa masse. Et donc si on fait V, donc ce sera VG plus VM, VL sur la masse totale, qui est égale à donc XL VL plus XG VG. Qu'on peut ici écrire XL VL plus 1 moins XL VG. Parce que XG est égal à 1 moins X d'après cette identité-là.
Donc ça, c'est très important à savoir. On peut aussi définir donc plusieurs grandeurs massiques en divisant juste par la masse totale. Ok, très bien. Alors maintenant, on va essayer de tracer la courbe de l'eau, donc l'eau qui est dans cette enceinte. On va essayer de tracer sa pression en fonction du volume. Et donc lorsqu'on augmente donc, la température, donc lorsque la température est très, très, très grande, on va tracer en fait P en fonction de V à une température constante. Donc ça veut dire que pour une transformation isotherme. Donc si on prend une température T, une température qu'on va appeler T4, qui est très très grande à une certaine température qu'on appelle la température critique. Donc je vais expliquer qu'est-ce que la température critique après. Donc en baissant la température, on va commencer à avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et après, on va avoir ce qu'on appelle des paliers qui font comme ça. Donc là, ces paliers-là, on voit que la pression, elle est restée constante. Donc ces paliers-là, on appelle les paliers de la liquéfaction. Mais en fait, je vais utiliser une courbe qui est bien plus propre. Donc je vais effacer celle-là parce que... Donc on va utiliser cette courbe. Donc voilà. Donc on trace la pression en fonction du volume pour l'enceinte qui contient l'eau qui est en équilibre avec sa phase gazeuse. Et donc on voit que pour une température donnée, donc par une température donnée, on voit que la variation de la pression en fonction du volume, ça présente des paliers. Donc ces paliers-là, en fait, ils traduisent le fait qu'il y a une transformation en cours. C'est les paliers de liquéfaction. Donc là, lorsque je diminue le volume, en fait, je m'approche de la phase liquide. Et lorsque j'augmente le volume, donc le volume, il augmente à la phase gazeuse, parce que le volume, le gaz, il occupe plus de volume que la phase liquide. Parce que le volume, il occupe tout le volume qui lui est accessible. Le gaz, il occupe le volume qui lui est accessible. Par exemple, l'air dans une salle, bah, il va occuper tout le volume de la salle. Donc c'est pour ça qu'à grand volume, donc ici on va voir la vapeur, donc le gaz, et à petit volume, on va voir ici le liquide. Donc ici, on a le liquide. Et entre les deux, donc dans les paliers, on a un équilibre. Donc on a les liquides plus la vapeur. Et on peut définir en fait, donc là, c'est là où c'est pratique de définir le volume massique. Donc ici, on va définir VL, et là, c'est VG. Donc ça, c'est le volume massique du liquide, et ça, c'est le volume massique du gaz. Ici, on trace V qui est égal à grand V sur M. Donc c'est le volume massique. Alors ce point-là, c'est un point qui est particulier, c'est ce qu'on appelle le point critique. Donc au-delà d'une certaine température, on a une phase qui ne ressemble à rien. Donc c'est ni liquide ni gaz. Donc nous, on va s'intéresser à des températures faibles, des températures qui sont inférieures à la température critique. On appelle cet état-là, au-delà du critique, c'est l'état fluide. Alors la courbe AC, donc de là à là, donc cette courbe-là en vert, ça s'appelle une courbe d'ébullition. Et la courbe de B ou de C à B, donc on va prendre le point B ici,
Donc AC à B, c'est une courbe de liquéfaction, ou une courbe de rosée, une courbe de rosée. En fait, pourquoi on dit rosée? C'est parce que ici on a la disparition de la dernière goutte. Donc là, au-delà de B, on n'a plus de liquide. On n'a plus de liquide. Donc la dernière goutte du liquide disparaît. Et inversement, donc lorsqu'on est en A, la dernière, il y a apparition de la première particule de gaz, je sais pas comment on va dire. Mais en fait, nous, en B, on a, donc si on va à gauche, on a l'apparition de la première goutte. Et si on va à droite, on a la disparition de la première goutte. Et on a ici un résultat qui est très important, c'est que donc dans la zone de coexistence du liquide et de la vapeur, on remarque que la pression reste constante. Donc par exemple ici, la pression est constante. Donc je vais l'appeler PS1. Là, la pression est constante. Je vais l'appeler PS2. Donc ces deux pressions-là, on les appelle les pressions saturantes. Pression de vapeur saturante. Donc c'est PS1 en PS2 qui est égal à PS à la température T1. Et PS2 est égal à PS à la température T2. Donc c'est une caractéristique typique d'une transformation. Donc lorsqu'on a une transformation d'une phase à l'autre, bah, la pression ne varie plus. Donc on a un palier de changement d'état. Donc ça, cette courbe horizontale, on l'appelle un palier de changement d'état. Donc on va écrire ce résultat donc sur le palier de changement d'état. On a la température, elle est constante parce qu'il se fait sur une isotherme. Et de plus, on a la pression qui est constante, qui est égale à PS, donc la pression de vapeur saturante. Donc il y a une fonction d'état qui dépend de ces deux paramètres, c'est l'enthalpie libre, dG. Donc l'enthalpie libre dG est égale à moins S dt plus V dP. Donc l'enthalpie, je rappelle que l'enthalpie G c'est ST, c'est H, c'est S plus H plus TS. Oui, c'est ça. Et donc sa variation, ça me donne ça. Or, dans un palier de changement d'état, la température est constante, donc le premier terme est nul, dt est égal à 0, P est constante, dP est égal à 0, et donc d de G est égal à 0. Donc ça veut dire que le changement d'état d'un corps pur fermé se fait en enthalpie libre constante. Donc enthalpie libre constante lors d'un changement d'état d'un corps pur dans un non-sat fermé. Donc ça, cette courbe-là, c'est ce qu'on appelle la courbe d'Andrews. Donc ce type de courbe, c'est les courbes d'Andrews. Il y a aussi une autre courbe, c'est P en fonction de T. Et cette courbe-là, elle est là. Voilà. Donc voilà, on trace maintenant P en fonction de T. Et on a donc trois branches. Donc on a l'existence du solide ici, le liquide entre les deux, on a gaz. Et lorsque P, donc lorsqu'on est sur une branche, sur une courbe ici,
Donc on a coexistence entre liquide et gaz. Donc ici, on a coexistence entre liquide et gaz. Ici, on a coexistence entre solide et liquide. Et là, on a coexistence entre solide et gaz. Donc ici, il y a gaz aussi. Parce que le gaz il occupe toute cette région-là. Alors par exemple, pour l'eau, donc on sait que l'eau il s'évapore à une température T qui est égale à 100 degrés Celsius. Et donc lorsqu'on est à 100 degrés Celsius, bah, on a un état gazeux. Et en fait, la température ne suffit pas donc pour contrôler la phase d'une espèce. Donc il faut aussi jouer sur la pression. Parce que si on augmente la pression, même à T est égal à 100 degrés, on va obtenir un liquide. Donc ça veut dire qu'il faut baisser, donc pour une pression qui est égale à 1 atmosphère et une température qui est égale à 100 degrés Celsius, donc on est sur ce point-là. Et ce point-là, ça correspond à une coexistence entre liquide et gaz. À une température qui est égale à 0 degrés Celsius, donc on a un solide, c'est la glace, mais à condition que la pression soit au-delà d'une certaine pression. Par exemple, si on est au-dessus de cette pression-là, bah l'eau il existe sous forme gazeuse alors qu'on est à 0 degrés Celsius. Donc c'est pour ça que par exemple, lorsqu'on est au sommet d'une montagne, donc la pression n'est plus la pression atmosphérique, et donc on peut par exemple, on peut évaporer l'eau à une température qui est moins de 100 degrés Celsius. Alors ce palier-là, cette courbe-là, bah, ça représente d de P sur dt, donc c'est la dérivée, et on remarque que cette courbe elle a une pente négative. Ça c'est une caractéristique de l'eau. Donc l'eau, c'est un des rares composants qui ont un palier comme ça, cette courbe-là, qui est négatif. En plus, il y a le silicium et le germanium, mais les autres composants, ils ont une courbe qui est positive. Donc une dérivée positive qui ressemble à ça. Donc, par exemple, pour le CO2, on a quelque chose qui ressemble à ça. Ce point-là, c'est un point de coexistence des trois états. Donc là, à ce point-là, on l'appelle la température critique. Et à cette température critique, on a coexistence, le point température triple, parce que le température critique, il est là. Parce que au-delà de cette température, on n'a plus de phase. Ici, c'est le TT, donc c'est la température triple. Donc ce point-là, on appelle le point triple. Et à ce point-là, on a la coexistence des trois états de la matière. Donc pour l'eau, ça se fait à une température T. T est égal à 273,16 Kelvin. Donc pour passer de degrés Celsius à Kelvin, on fait T plus... donc on fait T est égal à θ plus 273,15. Donc θ c'est en degrés Celsius et T c'est en Kelvin. Donc ça veut dire que 1 Kelvin c'est moins 273 moins 1 degrés Celsius. Et 0 degrés Celsius c'est 273 Kelvin. Voilà. Alors moi je vais revenir à la courbe d'Andrews pour voir les transferts thermiques. Donc comment les transferts thermiques se font donc lors d'un changement d'état. Donc on va tracer P en fonction de T.
en fonction de V plutôt, et on va prendre une courbe, donc une isotherme. Donc on a là, on a un palier de liquéfaction, et ensuite on a évaporation. Donc ça c'est le volume massique du liquide, ça c'est le volume massique du gaz. Ici on a liquide qui est en équilibre avec sa vapeur. Ici on n'a que du liquide, et là on n'a que de la vapeur. Donc on va appeler ce point-là, on va appeler donc A, B, C, et ce point-là je vais l'appeler D. Alors, donc on va analyser cette courbe. Donc par exemple de A à D. On va aller dans le sens inverse, de D à A. Donc lorsqu'on part à D jusqu'au A. Donc d'abord on a le chemin suivant, c'est de D à C. Donc D à C, on a la pression qui augmente et le volume qui diminue. Donc là, ça c'est une compression et qui se fait à une isotherme. Parce que là, on a la température qui est constante le long de cette transformation. Donc c'est une compression isotherme. Alors maintenant de C à B. Ou même avant C à B, en D, en C. Donc lorsqu'on est en C, donc là on est rentré dans le palier. Et ici on a l'apparition de la première goutte de ce liquide. Alors maintenant de C à B. De C à B, bah, la pression reste constante. Donc c'est la pression de vapeur saturante et le volume diminue. Donc là on a un déplacement de l'équilibre vers la face liquide. Parce que là, on a une transition de phase. Et lorsqu'on arrive à B, on va avoir la disparition de la dernière bulle de gaz. Parce qu'en point B, il n'y en a plus de gaz. Donc là, on passe de là à là. Et ensuite, de B à A, on a une compression, le volume diminue, donc c'est une compression isotherme. Compression isotherme de la vapeur. Maintenant, si on fait l'inverse. Donc là, en noir, j'ai fait cette flèche comme ça. En rouge, je vais faire l'inverse. Ça veut dire maintenant, je vais aller dans le sens inverse. Donc je vais faire comme ça. Maintenant, de B à A. Ou plutôt de A à B. Donc de A à B, qu'est-ce qu'on a ici de A à B? Ben, on a la diminution du volume et l'augmentation du volume et la diminution de la pression. Donc ce processus, on l'appelle la dilatation. B, on a disparition ici de la première bulle de gaz, mais au point de vue, dans le sens inverse, on a apparition de la première bulle de gaz.
Maintenant de B à C. Donc à B à C, on va faire comme ça. Donc de B à C, on a plutôt déplacement de liquide vers la phase gazeuse. Et en C, on a l'apparition, la disparition de la dernière goutte liquide. Et de C à D, on a une dilatation isotherme. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on lit les courbes d'Ambrose. Alors maintenant, il faut faire un peu de calcul parce que pour l'instant, on n'a pas fait de calcul, on a juste analysé les courbes et on a donné des définitions. Alors maintenant, on va utiliser tout l'arsenal de la thermodynamique, donc à savoir le premier principe et le deuxième principe, donc pour avoir des équations, des relations et ainsi de suite. Donc on a à notre disposition le premier principe, donc à savoir delta U est égal à oméga plus Q. Le deuxième principe, delta S est égal à S échangé plus S créé. Et on a aussi H est égal à U plus PV. Donc on doit utiliser tout ça. En plus de ça, donc pour un gaz parfait, on a delta U qui est égal à CV dt. Delta H est égal à CP dt. Et pour une transformation réversible, on a S créé est égal à 0 et S échangé est égal à delta Q d de oui, est égal à l'intégrale de delta Q sur la température de la source. Donc on a tout ça et on doit l'appliquer pour ce type de cours. Alors on va commencer par le palier, parce qu'en palier, donc ici, c'est simple. Donc sur le palier. Sur le palier, on a une pression qui est constante. Donc si la pression est constante, donc ça veut dire que c'est une transformation isobar. Et lorsqu'on a une transformation isobar, on utilise plutôt l'enthalpie. Donc lors d'une transformation isobar, donc on a D de H est égal. Ici, on n'a pas de variation de. Donc ici, on a lors de cette transformation entre B et C, c'est une transformation de changement d'état. Et donc là, ce delta H est égal à delta Q. Et ce delta Q, c'est D de L. C'est ce qu'on appelle la chaleur latente de transformation. Et puisque là, on passe de B à C, donc lorsqu'on passe de B à C, on a une chaleur latente de fusion, parce qu'on passe de liquide à gaz. Non, lorsqu'on passe de liquide à gaz, comme on l'appelle déjà, lorsqu'on passe de liquide à gaz, c'est une condensation, pardon. Donc c'est une vaporisation. Vaporisation, je dis n'importe. Donc ici, on a une vaporisation, parce que fusion, c'est solide. Donc vaporisation, de là à là. Et lorsqu'on est dans le sens inverse, on a une condensation. Donc ici, on a une chaleur latente, soit de condensation ou soit de vaporisation. Mais on sait que L vaporisation est égal à moins L condensation. Donc on va écrire delta H, on intègre, ça sera la chaleur latente de liquide vers gaz. Liquide vers gaz, donc ça veut dire vaporisation. On a tendance dans ce chapitre sur les transitions de phase de travailler avec des grandeurs massiques. Donc on va diviser delta H par M pour avoir petit h. Donc ce h, c'est l'enthalpie massique, qui est égal à petit l, c'est la chaleur latente massique. Alors maintenant, on va utiliser l'entropie.
Parce qu'on sait, lorsqu'on a un changement d'état, donc lorsqu'on passe d'un liquide à un gaz, l'entropie va augmenter parce que le désordre augmente. Et lorsqu'on va dans le sens inverse de gaz à liquide, donc l'ordre, on a un ordre, donc ça veut dire que S diminue. Donc on va écrire D de S est égal à delta Q sur T. Et donc on va définir l'entropie de changement d'état. Puisque ici on a une température qu'on a une transformation qui se fait à température constante. Donc on a delta S est égal à cette chaleur-là, à cette quantité de chaleur que le liquide a reçu pour se transformer, et cette quantité le correspond à petit delta H et qui correspond à petit L. Donc, puisque ici on travaille avec une grandeur massique, donc on va directement écrire delta S est égal à delta grand H sur T qui est égal à grand L de liquide à gaz sur T. Et donc on va définir une entropie massique, c'est delta petit s est égal à petit L de L à G sur T. Donc voici l'entropie massique de changement d'état. Donc ça c'est l'entropie massique de changement d'état. Maintenant, on va voir une règle qui est très importante pour calculer les titres massiques, c'est ce qu'on appelle la règle des moments. Alors, règle des moments. Donc là, puisque on a dit que le volume massique, c'était le titre massique liquide fois le volume massique du liquide plus le titre massique de la phase gazeuse fois le volume de la phase gazeuse. Et on a aussi le titre XL plus XG est égal à 1. Donc V est égal, donc on va remplacer XG par XL VL plus XG fait 1 moins XL VG. Et donc on trouve un volume massique qui est égal à XL facteur de VL moins VG plus VG. Et donc ça veut dire que XL, donc on va diviser, on va prendre ce terme de l'autre côté, donc ça va me faire V moins VG sur VG moins VL. Alors maintenant je reviens à la courbe. Donc V, ce point-là, je vais l'appeler par exemple, qu'est-ce qu'on va appeler ce point? Donc ce point-là, je vais l'appeler M1, ce point-là M2, d'accord? Et je vais appeler aussi, ici je vais appeler par exemple, donc ça c'est VL, VG, et donc V moins VG, ben ça sera, donc ça sera, comment je vais l'appeler, parce que là je cherche juste des notations, parce que M1, M2 c'est pas la bonne notation, je vais utiliser plutôt M. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme notation? On peut utiliser MNP
Bon, enfin bref, si j'utilise là, donc ça, ce point-là, je vais l'appeler M, et ce point-là, je vais l'appeler N, et je vais avoir, par exemple, un certain V ici, ça sera, par exemple, P. Donc on remarque que la distance MN, ben, ça correspond à VG moins VL. La distance grand V qui est égale à VG plus VL, non, VG fois XL. Donc grand V est égal à XGVG plus XL VL. Donc ça veut dire que ça veut dire que VG moins V est égal à NP. Parce que là, on va avoir un certain V ici. Donc VG moins V est égal au point P, NP, est égal à NP, donc cette distance-là. Donc la règle de moment, ça consiste à dire que V moins VG, ça sera la distance MP, et VG moins VL, ça sera la distance NP. Et de la même manière, XL, donc c'est V moins VL, on peut faire exactement le même calcul, on trouve ici VG moins VL. Donc là, le dénominateur, c'est toujours le même, c'est NP. Et là, ce qui change, c'est le numérateur. Et le numérateur, bah, ça sera cette distance-là. Et cette distance-là, c'est quoi? C'est MP. Donc ça s'appelle la règle... non, cette distance-là, c'est quoi? Non, ici, c'est MN. C'est MN. Non, ça, c'est MP. Et ça, c'est MN. Ouais, MN. Donc c'est cette distance-là. V moins VL. Donc V moins VL. Donc ça veut dire que j'ai inversé ici. V moins VL. Donc là, le N, ça sera là. Et le P, ça sera là plutôt. Comme ça, je vais avoir VG moins VL, c'est NP. NP. Et donc là, le M, ça sera là. Ok. NM. Ok. Donc VG moins VL, c'est la distance NP. V moins VG, c'est la distance MP. Et V moins VL, c'est la distance NM. D'après le schéma. Et donc, je rapporte ça ici. C'est-à-dire que là, c'est MP. Et là, c'est MN. Donc, ce qui me donne une relation très importante à savoir, c'est la règle des moments. Donc, la distance NP est égale à MN sur XG est égale à la distance MP sur XL. Et donc, on déduit XL fois MN est égal à XG fois MP. Ça s'appelle la règle des moments. Ok, très bien. Donc normalement, c'est tout ce qu'il faut savoir pour l'instant sur les changements de phase. C'est vraiment l'essentiel. Et donc maintenant, pour la deuxième heure qui nous reste, on va attaquer les machines thermiques. Donc machines thermiques. On va avoir une étude théorique des machines thermiques. Et après, on va voir des exemples. Alors, les machines thermiques qu'on a à la maison, par exemple, c'est le réfrigérateur, la pompe à chaleur, donc par exemple le climatiseur, donc ils sont tous des machines thermiques. L'atmosphère terrestre, peut-être que vous ne le savez pas, mais l'atmosphère terrestre, c'est aussi une machine thermique. Le corps humain aussi, c'est une machine thermique. En fait, la machine thermique, c'est une machine qui va prélever, par exemple, de la chaleur à une source froide ou une source
prélever de la chaleur d'une source chaude et la transformer en travail. Donc ça, par exemple, c'est les moteurs. Donc le moteur, il va donner du travail. Donc ça veut dire qu'il a besoin d'une source de température chaude. Donc on va symboliser la machine donc par un système sigma. Donc là, on va écrire par exemple, donc après ça dépend des notations. Donc je vais le faire comme ça. Donc ça c'est la machine thermique. On a donc la machine thermique, il a besoin de sources. Donc il a besoin de plusieurs sources de chaleur. Par exemple ici, on peut avoir plusieurs sources, une source T1, une source T2, une source T3, une source T4, et ainsi de suite jusqu'à une source T5. Et on a aussi avoir besoin d'un changement de travail. Donc il va changer de travail par exemple avec l'extérieur. Donc ici on a le milieu extérieur. Donc là on a un échange de travail. Ici il va recevoir des quantités de chaleur bien sûr. Donc les quantités de chaleur qu'il va recevoir, ils vont être comme ça. Donc là c'est Q1, Q2, Q3, Q4 jusqu'à Qn. Ici c'est Tn, Qn. Donc maintenant on va démontrer une relation qui est très importante, c'est la relation de Clausius-Carnot. Ça s'appelle l'inégalité de Clausius-Carnot. C'est deux physiciens français. Et l'inégalité est la suivante, c'est que la somme I est égale à 1 jusqu'à n toutes les sources de chaleur sur Ti, il est toujours inférieur ou égal à 0. Et pour la démontrer, c'est très simple. Il faut tout simplement il faut savoir que les échanges thermiques se font uniquement avec des thermostats, parce que ici, ces ronds-là, T1, T2, ce sont des thermostats qui ne vont pas varier leur température. Et donc, c'est-à-dire que si on calcule donc l'entropie échangée ici, bah, ça sera QI sur TI. Donc l'entropie I échangée avec la source I, avec les thermostats I, c'est QI sur TI. Et donc ça veut dire que S échangé total, ça sera la somme de I est égal à 1 jusqu'à N de QI TI. Or, les machines thermiques, ils travaillent avec un caractère qu'on appelle le caractère cyclique. Ça veut dire qu'il va faire un tour et il va revenir à son état initial. Donc il va commencer par un état initial, il va faire une variation et après il va revenir à son état initial. Et donc ça veut dire que toutes les fonctions d'état, leur variation est nulle, y compris S. Donc delta S est égal à 0 car la machine travaille dans un cycle. C'est ça la définition d'une machine thermique. Donc si delta S est égal à 0, donc ça veut dire que S échangé total plus S créé est égal à 0. S créé ne peut qu'augmenter. D'accord? Et donc ça veut dire que... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que S échangé total est égal à moins S créé. Or, S créé, il ne fait que augmenter. Donc ça veut dire que S échangé total, qui est égal à sigma de I est égal à 1 jusqu'à N de QI TI, il est négatif. C'est l'inégalité de Clausius-Carnot. Alors maintenant, on va voir un type de machine. C'est un des machines... bon, les machines les plus simples, on va voir que c'est les machines à 10 termes, qu'ils ont besoin de 2 sources de chaleur. Mais on va faire une supposition, on va voir est-ce que la machine thermique ou le moteur cyclique
monotherme. Cyclique, c'est pour dire qu'on est dans un cycle, mais normalement on ne le dit pas. Mais bon, je vais le mettre en parenthèse. C'est mieux. Parce que dans certains cours, on ne parle pas de cyclique parce que c'est déjà la définition d'une machine thermique. Alors, le moteur. Donc, je dis que le moteur, c'est une machine qui va échanger donc qui va prélever de la source chaude et pour donner du travail à l'extérieur. Donc, on va essayer de démontrer en fait qu'en réalité, ce moteur monotherme ne peut pas exister. Donc, pour démontrer ça, donc on va faire déjà un système. Donc là, voilà mon moteur. Et donc ce moteur-là, il va prélever de la chaleur d'une seule source thermique, donc T, on va l'appeler TH. Et il va fournir du travail. Donc cette flèche-là, il va vers le système, mais ça veut dire que oméga est compté négativement. Parce que lorsque le système gagne quelque chose, il est compté positivement, et lorsqu'il le perd, il est compté négativement. Et ici, il fournit du travail au monde extérieur, donc ça veut dire que oméga doit être négatif. Donc la valeur absolue de oméga est égale à moins oméga. Ok, donc on va appliquer le premier principe. Donc premier principe, c'est delta U est égal à W plus Q. Puisqu'on travaille dans un cycle, machine thermique, fonction d'état, donc est égal à 0. Donc ça veut dire que W est égal à moins Q. Or, l'inégalité de Clausius-Carnot, il me dit quoi? Ben, il me dit que Q sur T thermique, cette source, doit être inférieur ou égal à 0. Or, moi j'ai Q, il est négatif. Pourquoi il est négatif? Parce que T thermique est positif, d'après cette relation-là. Parce que la température est toujours positive. Il est compté en Kelvin. Donc ça veut dire que Q est négatif. Et donc si Q est négatif, ben on déduit que W doit être positif. Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas donner de l'énergie, du travail à l'extérieur. Donc ça veut dire que pas de travail fourni à l'extérieur parce que normalement on doit avoir oméga négatif. Donc le moteur monotherme ne peut pas exister. Donc ce qui va exister maintenant, c'est ce qu'on appelle le moteur ditherme. Donc maintenant on va avoir un moteur ditherme. Donc on va changer le schéma. Alors le moteur ditherme, ça sera ça, mais maintenant il faut rajouter une autre source. Donc on va avoir deux types de sources. Donc, une source froide et une source chaude. Donc, ici on a TC pour chaude, TF pour froide. Donc là on va avoir QC et là on va avoir QF. Et bien sûr on a le W avec le milieu extérieur. Donc source chaude, ça veut dire que TC est supérieur à TF. Donc là, on va appliquer, donc pour avoir, bon, comme tout à l'heure, parce que pour l'instant on n'a pas vraiment d'équation, il faut, donc la machine thermique, bon, il faut appliquer les principes thermodynamiques qu'on a pour estimer le rendu. Mais on peut donner en fait quelques types de machines thermiques avant de donner un exemple.
Donc on a le moteur. Donc le moteur, il va fournir du travail qui est compté négatif. On a le réfrigérateur. Donc le réfrigérateur et la pompe à chaleur, en fait, ils ont le même fonctionnement. C'est le système qui change. Donc pour le réfrigérateur, le système, ça sera la source froide. Donc ça veut dire qu'on va prélever de la chaleur de la source froide et la donner à la source chaude. Et pour la pompe à chaleur, le système, ça sera la source chaude. Ça veut dire qu'on va prélever de la chaleur de la source froide et la donner à la source chaude. Donc le réfrigérateur et le pompe à chaleur, ils ont le même schéma, mais ce qui change ici, c'est en fait le point de vue. Et donc maintenant, on va définir le rendement. Donc le rendement, par définition, est défini par, donc on l'appelle R, ou parfois on l'appelle état. En fait, c'est la grandeur utile sur la grandeur coûteuse. Donc, par exemple, pour le moteur, c'est quoi son rendement? C'est la valeur utile. C'est quoi la valeur utile? C'est le travail. Parce que le moteur, pourquoi on a besoin d'un moteur? C'est pour avoir du travail, pour déplacer, en fait, pour faire tourner les roues. Donc on a besoin du travail. Sur la valeur coûteuse, et la valeur coûteuse, c'est la source chaude, donc la chaleur qu'on prélève de la source chaude. Maintenant pour le réfrigérateur. Donc le rendement, ça sera quoi? Ça sera le réfrigérateur, c'est pour refroidir. Donc ça sera QF sur la valeur coûteuse, et la valeur coûteuse, c'est QC. Et pour la pompe à chaleur, c'est l'inverse. Mais on va voir ça, en fait, on va donner des exemples, et on va voir ça. Donc pour cela, on va donner un exemple, c'est le moteur à 4 temps. Donc exemple d'application. Moteur à 4 temps. Donc c'est un sujet classique des concours, ce moteur à 4 temps. Et pour cela, on va chercher une animation. Alors pour le moteur à 4 temps, en fait c'est un piston qui est composé de plusieurs parties. Donc ici on a des soupapes. Donc les soupapes, ils vont laisser rentrer l'air qui est mélangé avec le carburant, donc l'essence par exemple. Et aussi on a une bielle. Donc le piston il est relié à un vilebrequin par l'intermédiaire d'une bielle. Donc là, le premier temps, c'est ce qu'on appelle l'admission. Donc l'admission, ça veut dire qu'il y a le soupape, donc une des soupapes qui va s'ouvrir pour faire rentrer, donc pour laisser entrer de l'air mélangé avec le carburant. D'accord? Ensuite, on a la soupape, elle va se refermer, et donc là, on a un système fermé. On a une compression, donc l'air il va être comprimé, et ici on a une bougie. Ici on a une bougie, cette bougie en fait il va créer une étincelle qui va exploser, en fait il va faire exploser l'air qui est à l'intérieur. Donc ici le troisième temps, c'est une explosion. Donc ici la pression il va augmenter brusquement et il va faire descendre en fait le piston. Et par donc l'inertie de Vilebrequin, donc là ça va descendre pour faire un tour, et donc la deuxième soupape va s'ouvrir pour l'échappement.
Donc là, l'air qui a été explosé, il va sortir. Et ensuite, on va refaire en fait le cycle. On va refaire le même cycle. Donc voilà l'animation. Donc ici, on a. Donc là, on va attendre le moment voilà. Donc ici, on a une admission. Donc il y a l'air qui rentre par cette soupape. Ensuite, on a une compression. Voilà, la soupape est fermée, on a une compression. Et la bougie va créer l'étincelle. Hop, et là, il y a une explosion détente. Et ensuite, la deuxième soupape qui est à droite, il va s'ouvrir pour pouvoir expulser l'air qui n'en a pas besoin pour refaire en fait le cycle. Donc ça, c'est un des principes utilisés dans les voitures. Donc c'est des moteurs à explosion interne. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est très compliqué d'étudier le système parce qu'il faut faire des simplifications. Donc, simplification du problème. Alors déjà, pourquoi on doit simplifier le problème? Parce qu'ici, on a l'air qui est mélangé avec du carburant. Donc, c'est pas un gaz parfait. C'est pas un gaz parfait. Au moment de la compression, il doit être tellement rapide pour que la température ne sort pas, donc pour avoir une transformation adiabatique. Et donc on va supposer que l'air plus le carburant, donc c'est un gaz parfait. Et donc on va modéliser le moteur comme ceci. Donc ici on va avoir une température, donc une source chaude. Donc une source chaude. Brancher le PC. Donc voici le schéma. Ici on a le moteur. Source chaude. Source froide. Échange d'énergie. Ici on a W avec le milieu extérieur. Puisque c'est un moteur, donc W, ça il est négatif. Ça veut dire que dans ce cas-là, dans cette flèche-là, ça doit être positif. Ok, donc maintenant, on va chercher maintenant à tracer tout ça dans un diagramme. Donc le diagramme est le suivant, mais avant le diagramme, donc on va supposer que par exemple, première étape, donc d'un point A vers un point B, donc on va appeler cette étape admission. Donc la soupape s'ouvre pour admettre pour faire rentrer le gaz. Et donc on va supposer que la pression va rester constante, qui est égale à la pression atmosphérique. Mais ce qui change ici, c'est le volume. Donc le volume, il passe de son minimum à son maximum. De B à C. Donc ça c'est A à B. Là c'est de B à C. Donc de B à C, on a une compression. Donc ça veut dire que P va augmenter. Donc on a une compression rapide. Pourquoi rapide? Pour éviter l'échappement de la chaleur. Donc pour supposer que la transformation est adiabatique et quasi statique. Donc il est rapide, mais d'un côté, il est pas trop brusque, pas brutal. Donc là, on peut supposer que cette transformation entre B et C, elle est adiabatique plus réversible. Et donc on a le droit
d'utiliser PV à la puissance gamma est égal à une constante, parce que ici, c'est le gaz, il est parfait. De C à D. Donc de C à D, on a une explosion, donc ça veut dire on reçoit de l'énergie et on a une détente. C'est-à-dire que le volume va augmenter et la pression va diminuer. Donc de C à D, on a une combustion, mais la pression ici va être constante. On va supposer non, de C à D, pardon, de C à D, le volume n'a pas changé. Donc le volume n'a pas changé parce qu'on a une explosion. Et cette explosion, il se fait rapidement pour que le piston n'ait pas le temps de descendre. Donc ça veut dire qu'on a une combustion isochore. Et là, on est en contact avec la source chaude. Parce que c'est là on prélève de l'énergie. Donc il y a la source chaude qui va intervenir ici. Et ensuite, on a de D à E. Donc de D à E, on a quoi? On a échappement. Donc ça veut dire qu'on a une détente. Donc cette détente, ça sera comme la compression, il va être rapide et pas brutal. Donc transformation adiabatique plus réversible. Donc on a encore le droit d'utiliser PV à la puissance gamma est égal à une constante. Alors maintenant on va tracer la courbe. On va tracer la courbe. Donc on va tracer le P en fonction de V. Donc on va supposer que le point de départ ici c'est A. Et pour passer de A à B, donc on a une admission, donc Vmin, il passe de Vmin à Vmax. Donc là on a Vmin. La pression reste constante, donc ça veut dire qu'on se déplace sur une ligne. Et là j'ai B. Et donc ça c'est Vmax. Ensuite, de B à C, on a une compression rapide mais pas brutale. Donc on a PV à la puissance gamma est égal à constante. Donc ça veut dire compression, la pression augmente mais le volume diminue. Donc ça veut dire qu'on a une courbe de parabole. Et cette courbe de parabole, il va faire comme ça. On va voir quelque chose qui ressemble à ça. Donc c'est de A à B, de B à C, et de C à D, on a une combustion isochore. Ça veut dire quoi isochore? Ça veut dire que le volume ne varie pas, mais c'est la pression qui varie. Donc C à D. Et de D à E, on a une détente rapide, donc ça veut dire PV puissance gamma est égal à constante, donc on a quelque chose qui ressemble à ça, et on revient à E. Alors maintenant, le piston, en fait, quand il est revenu à E, on doit avoir donc l'étape pour passer de E à A pour refaire en fait le cycle. Et donc là, il n'est pas possible pour le piston de passer à E à A, mais il doit passer par B et après il doit passer par A. Et donc on voit que lorsqu'on passe de A à B, en chemin retour, on passe par B à A. Donc ça veut dire que cette branche-là de A à B, on peut l'enlever parce que ça se compense. Donc ça se compense. Donc ça veut dire que ça, on l'oublie. Donc on l'oublie. Et donc voilà la courbe. Alors, le prélèvement de la chaleur de la source chaude, il se fait entre C et D. Donc ça veut dire qu'on reçoit de la chaleur, c'est ici, QC. Entre C et B, c'est une transformation adiabatique, donc ça veut dire qu'on reçoit ni chaleur ni travail. De D à E, c'est pareil. Donc là, je vais faire juste le cycle.
Et donc ça veut dire que la source froide, donc ça sera ici. Voilà. Et donc là, on a un cycle qui se fait dans le sens horaire. Et lorsque le cycle se fait dans le sens horaire, donc il s'appelle cyclomoteur. Donc voici mon cycle moteur. Et donc maintenant, on va essayer de calculer le rendement. Donc pour calculer le rendement, donc je te rappelle que le rendement c'est moins oméga sur QC pour un moteur. Et donc pour calculer, il faut trouver l'expression de W et l'expression de QC. Et donc pour cela, on va faire un tableau. Et donc dans ce tableau, on va avoir donc de B à C, de C à D, de D à E et de E à B. La transformation entre B et C, ça s'appelle une transformation isentropique. Parce que la transformation adiabatique réversible, donc ça veut dire que delta S est égal à 0. De D à E, donc on a adiabatique réversible, donc c'est pareil, isentropique. La transformation entre C et D, c'est une transformation qui est isochore. Et la transformation entre E et B, donc la transformation entre E et B, entre E et B, c'est une transformation qui est isochore, évidemment. Il est au schéma, oui. Entre E et B, donc on a une transformation qui est donc on a BC, CD, DE et EB. EB, c'est isobar. Et donc pour chaque transformation, on va calculer les variations des fonctions delta. Donc on va calculer delta U, on va calculer delta H, on va calculer delta S, et ensuite on calcule le travail et la chaleur. Et donc avec ça, on peut calculer le rendement. Donc moi, je fais le tableau pour avoir une vision claire. Mais après, normalement, dans les exercices, dans le concours, pas besoin de faire un tableau. On peut le graphe ديال isentropique. Isentropique, c'est adiabatique plus réversible. Donc PV à la puissance gamma est égal à une constante. Donc ça veut dire que P en fonction de V est égal à une constante sur V à la puissance gamma. Donc ça veut dire que c'est une branche de parabole. Donc entre B et C isentropique et entre DE isentropique. Ça va? Ça fait? Oui, Bon. Alors, il y a une relation qui est très importante, c'est la relation suivante. C'est que l'entropie d'un gaz parfait ne dépend que de la température et du volume, et son expression pour un gaz parfait, c'est CV log de T sur T0 plus NR log de V sur V0 plus un S0. Ça, c'est une relation classique pour l'entropie d'un gaz parfait. On l'a démontré tout à l'heure. Alors, donc on commence. Donc delta U. Donc delta U, pour une transformation isentropique, pour un gaz parfait, non, la variation de l'énergie interne pour un gaz parfait, c'est toujours CV dt. La variation de l'enthalpie pour un gaz parfait, c'est toujours CP dt. D'accord?
Isentropique, ça veut dire que delta S est égal à 0. Isentropique, ça veut dire que delta S est égal à 0. Isentropique, donc ici on va avoir CV delta T, donc on va avoir NR sur gamma moins 1, parce que CV est égal à NR sur gamma moins 1. Ça, c'est une relation qu'il faut vraiment retenir. Donc, entre B et C, donc ça sera entre donc, TC moins TB. Pareil ici, NR sur gamma moins 1, TD moins TC. NR sur gamma moins 1, TE moins TD. Et ici, NR sur gamma moins 1, TB moins TE. Pareil pour l'enthalpie, donc je vais faire copier-coller et je vais juste changer les indices au lieu de tout réécrire. Donc là, ce qui va changer, c'est encore un gamma parce que CP est égal à gamma NR sur gamma moins 1. Donc ici, on va avoir gamma, gamma, gamma. Ici, on a 0. Pour une transformation isochore, la transformation isochore, on n'a pas de variation de volume. Donc ce terme-là, pour l'entropie isochore, est égal à 0. Donc ça est égal à 0 pour isochore. Et ça est égal à 0 pour isotherme. Donc isochore, ça veut dire que là, delta S, ça sera tout simplement NR sur gamma moins 1 log de TD sur TC. Là, c'est pareil. NR sur gamma moins 1 log de TB sur TE. Voilà. Et maintenant, on va voir donc comment on va faire pour calculer. Donc déjà, le travail, c'est quoi le travail? Le travail, puisque en isentropique, c'est adiabatique, donc Q est égal à 0, donc ça veut dire que W est égal à la variation de l'énergie interne entre B et C. Parce que la variation de l'énergie interne entre B et C est égale au travail plus la chaleur entre B et C, et la chaleur entre B et C est égale à 0. Ici, isochore, donc il n'y a pas de travail, c'est 0. Isentropique, c'est pareil, c'est delta U dE. Ici, on a entre E et B, isobar. Donc pour l'instant, je le laisse ici comme ça. Donc je peux rien dire. Pour Q, Q isentropique, donc c'est 0. Isentropique, c'est 0. Isochore, donc pour une transformation isochore, Q est égal à delta U CD. Et pour isobar, je la laisse comme ça. Je peux rien dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'essaie de chercher le rendement. Et pour calculer le rendement, en fait, pas besoin de trouver toutes les valeurs. Alors, donc pour trouver le rendement maintenant, donc le rendement R est égal à moins W sur QC. Alors QC, c'est quoi? C'est la chaleur fournie au système. Donc le système, c'est l'air. L'air est le combustible. Entre C et D. Et entre C et D, la chaleur fournie, c'est ça. Donc ça veut dire que QC, c'est delta UCD. Et le travail, le travail, ça sera ça plus ça. Tout simplement. Donc on va voir quoi? Donc le travail, c'est delta UBC plus delta UDE. Et donc cela, ça me donne un rendement qui est égal à moins. Donc delta DE, c'est ça. Voilà. Plus ça. Divisé par la chaleur. Et la chaleur, c'est ça. Et ça, c'est quoi? C'est ça.
Je peux simplifier par NR, NR, NR gamma, et donc je trouve que R, ben, finalement, c'est rien d'autre que TE moins TD moins TC plus TB sur TD moins TC. Donc R est égal à donc R est égal à donc là je peux par exemple écrire ici j'ai TD moins TC, en bas aussi j'ai TD moins TC. Est-ce que je peux l'inverser? Ah non, il y a un moins ici. Oh là là, j'ai oublié le moins. Donc là ça fait moins TE plus TD plus TC plus TB sur TD moins TC. Donc R est égal à bon, il y a toujours le même problème, plus non, moins TC ici. Parce qu'il y a moins fois TC. Et donc ça c'est 1 plus TB moins TE sur TD moins TC. Or, TB, donc on va essayer de comparer la température entre B et TE. Je vais prendre la figure qui est là. Et je la pose ici. Alors B c'est là. Alors la température en B en comparaison avec TE, avec la température en E. Donc ici, on a une dilatation entre E et B, on a une dilatation. Ben, ça veut dire que TE est supérieur à TB. Pareil pour TD et TC. Donc TD et TC. TD elle est là et TC elle est là. Donc entre la température en C, donc entre C et D, on a une explosion, donc ça veut dire que la température va augmenter, et donc ça veut dire que la température en D est supérieure à la température en C. Et donc ça veut dire que ce terme-là, il est inférieur à 1. C'est-à-dire que R est égal à 1 plus un terme bêta, avec bêta il est inférieur à 0. Mais inférieur à 0, supérieur à moins 1, pour ne pas avoir un rendement qui est égal à 0. Et donc ça veut dire qu'on a démontré que le rendement d'une machine thermique, il est toujours inférieur ou égal à 1. On peut jamais avoir un rendement est égal à 1 parce que ça veut dire que on a un rendement à 100%. C'est-à-dire que toute l'énergie qu'on reçoit, on va la transformer en travail. Alors, souvent dans les concours, on introduit une variable qu'on appelle A. Et cette variable A, bah, c'est ce qu'on appelle le coefficient du piston, je crois. Donc ça s'appelle le rapport de compression. Et ce rapport de compression A est égal à Vmax sur Vmin. Alors on va essayer de démontrer que ce terme bêta, qui est égal à TB moins TE sur TD moins TC, on va essayer de l'exprimer en fonction de A. Alors entre TB et TE, donc TB et TE, entre TB et TE, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, déjà en TE, donc est-ce que vous êtes d'accord avec moi que entre D et E, on a une transformation isentropique. Donc j'ai le droit d'appliquer la place PV à la puissance gamma est égale à constante, ou il y a une autre forme de cette relation de la place, c'est TV à la puissance gamma moins 1 est égal à constante. Donc ça veut dire que TD Vmin à la puissance gamma moins 1 est égal à TE Vmax
gamma moins 1. Pareil pour l'autre transformation. TC Vmin à la puissance gamma moins 1 est égal à TB Vmax à la puissance gamma moins 1. Et donc là, je transforme TB et TE par ça. Donc TB est égal à quoi? Ou plutôt TC est égal à quoi? TC est égal à A à la puissance gamma moins 1 fois TB. Et TD est égal à A à la puissance gamma moins 1 fois TE. Donc ça, c'est deux relations que je vais les remplacer. Donc je vais les utiliser pour trouver l'expression de bêta. Donc je vais avoir ici TB moins TE sur A à la puissance gamma moins 1 facteur de TB moins TE. Donc je peux simplifier par TB moins TE. Et donc là, je trouve A à la puissance 1 moins gamma. Et donc je trouve une relation qui est très classique dans les moteurs à 4 temps. Donc c'est 1 plus 1 à la puissance gamma moins 1. Donc le rendement d'un moteur thermique à 4 temps, il s'écrit de la façon suivante. 1 plus A à la puissance 1 moins gamma, avec A est égal à Vmax sur Vmin. Voilà. Alors maintenant, il faut interpréter ce résultat. Donc on voit déjà, donc ici, donc ça c'est TC, non c'est TC qui est égal à TB, donc ça veut dire qu'il y a un inversement ici, il y a un moins qui va apparaître ici. Donc là on va avoir un moins là. Parce que TD moins TC, c'est A à la puissance gamma moins 1, facteur de TE moins TB. Donc là, lorsque je la remplace au dénominateur, il faut faire attention, je dois inverser TE moins TB. Donc ça fait moins facteur de TB moins TE. Donc il y a un moins ici. Voilà. Alors, donc là, la première interprétation, donc le gamma c'est 1,4 pour un gaz parfait. Donc c'est une constante. Donc là, si A tend vers l'infini, on remarque que 1 tend vers 1. Donc ça veut dire que si le rapport de compression est très très grand, on s'approche d'un rapport d'un rendement qui est infini. Mais en fait là le problème c'est que si on augmente le rapport de compression, c'est-à-dire le volume du piston, donc il y a un risque d'avoir une autocombustion. Donc c'est quoi l'autocombustion? Donc sans même utiliser la bougie, lorsqu'on a une quantité grande de gaz qui rentre dans le piston, donc si on la compresse, on va avoir en fait un phénomène qui s'appelle l'autocombustion. C'est-à-dire que le gaz il va s'enflammer tout seul sans même utiliser la bougie. Donc ça c'est un problème. Parce qu'on peut avoir la combustion avant même que la soupape s'ouvre. Et donc là il y a un problème de synchronisation. Donc ça, ce A là, il peut jamais être égal à, il peut jamais dépasser une valeur. Donc en majorité des cas, on prend A donc est égal à 3. Donc en ingénierie mécanique, le A est égal à peu près 3. Donc si on calcule 1 moins 3 à la puissance 1 moins 1,4, on va avoir à peu près un R qui est égal à 0,36. Donc ça veut dire que le rendement d'une machine à 4 tons, c'est 36%. Et donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si toute l'énergie qui est stockée dans le carburant, on n'utilise que le 1/3 pour faire déplacer une voiture par exemple. C'est-à-dire que les 2/3, ça sert à rien, on chauffe l'air avec. Donc c'est pour ça que les véhicules, en fait, c'est pas écologique. Donc les moteurs à 4 tons, c'est pour ça c'est pas écologique parce que on perd plus ce qu'on gagne. On n'utilise que le 1/3 de l'énergie qui est stockée dans le carburant. Donc voilà. Alors maintenant il reste deux machines thermiques, donc deux classiques, c'est les réfrigérateurs et les pompes à chaleur.
Donc pour cela, on va essayer de le faire en exercice. Donc voilà.